Bienvenue sur CIV 225+, la chaîne qui décrypte l'actualité ivoirienne en temps réel. Ici, nous analysons les grands faits politiques de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest afin de mieux comprendre les enjeux qui marquent notre région. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses et décryptages. Aujourd'hui, nous revenons sur la politique nationale avec un débat particulièrement animé entre le porte-parole du PPACI et le ministre Mamadou Touré du RHDP. Maintenant, pour nous, ça reste un défi. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre en place un mécanisme de formalisation de toutes ces entités qui sont dans le secteur informel. Quand vous dites que toutes les entités jeunes existaient, M. Katina, le Conseil national des jeunes n'existait pas sous Laurent Gbagbo, n'existait pas sous le PDC. Non, mais écoutez, laissez-moi parler. Ce sont que des noms que vous avez Non, mais je ne sais pas des noms. Aujourd'hui, nous avons... Permettez qu'il termine avant de réagir, s'il vous plaît, pour ne pas l'interrompre. Nous avons un Conseil national de jeunes qui existe depuis que le président Ouattara est là, avec un président qui s'appelle Diabaté. Nous avons des conseils départementaux de jeunes qui existent. Et si vous faites le tour de vos différentes régions, vous verrez. Nous avons une jeunesse communale. Et je peux vous dire même que lorsque nous avons hérité de la jeunesse communale, c'était une structure à 3 têtes. Aujourd'hui, un processus démocratique a été initié au sein de toutes les organisations de jeunesse qui sont moins politisées aujourd'hui. Nous avons une jeunesse communale qui fonctionne. Donc si vous faites des propositions, ces propositions doivent apporter une plus-value. Mais si c'est pour venir dire des choses qui existent, c'est pour ça que vous êtes interpellé sur ce que vous faites. Voilà. D'accord, termine. Alors, messieurs, je vais vous donner la parole tout de suite. Je vais faire la précision suivante. Après ce tour entre vous deux, finalement, si on continue là-dessus, on va terminer l'émission. Vous donnez la parole à tous les deux, alors qu'on a d'autres intervenants qui sont là. Réagissez sur les chiffres. Vous voulez réagir tout à l'heure? Voyez-vous, tout à l'heure, nous allons revenir sur les chiffres pour que vous compreniez pourquoi, en tant que financier, je ne peux pas accepter, quand vous dites ces choses, j'ai un peu froid dans le dos. Quand on me dit non, nous sommes à 91% de stock, ça veut dire que les gens travaillent. Non. Vous savez, une économie, c'est une articulation parfaite. Non, ne prenez pas de s'il vous plaît, non, j'en arrive. Je vous explique pourquoi je dis on ne peut pas, c'est pas juste de dire que quelqu'un qui sort de sa maîtrise et que, bon, parce qu'il n'a pas de vision, il va prendre un portable, s'asseoir devant un truc et il fait des appels, on appelle le lendemain, on dit non, j'ai créé de l'emploi. Mais quand vous dites que vous avez créé de l'emploi pour celui-là, moi, en tant que financier, qu'est-ce que je regarde? Je dis, mais quel est l'impact de cet emploi-là sur l'économie de façon globale? Quel est l'impact de cet emploi sur l'économie? Rien du tout. C'est pourquoi je vous dis que tant que nous allons rester dans vos calculs, vos estimations, rien du tout. Non, mais écoutez, je t'explique. Non, laisse-moi aller jusqu'au bout. Rien du tout. Pourquoi? Parce que voici quelqu'un qui ne participe nullement du tout, vous ne pouvez pas le prélever d'impôt. Vous ne pouvez pas prélever d'impôt. C'est pourquoi vous avez le taux la pression fiscale la plus faible d'Afrique. Vous avez le taux d'impôt le plus faible d'Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que justement, vous avez créé cette bulle de choses autour du thème, bon, on a payé tel employé, et ainsi de suite, et il n'y a aucun impact. C'est pourquoi les choses avant... Je vais dire aux financiers du PPACI qui manifestement de mauvaise foi que le taux d'informalité de l'emploi n'est pas une situation spécifique à la Côte d'Ivoire, c'est la plupart des pays africains. Quand vous regardez les indicateurs aujourd'hui, la plupart des pays africains ont un taux d'informalité de l'emploi qui aussi, mais je vais vous dire ce qu'on fait. Je vais dire ce qu'on fait, qui est aussi entre 70 et 90%. Oui, mais vous faites quoi ici? Vous avez changé alors? Oui, mais je vais vous dire, je vous ai dit que lorsque vous étiez aux affaires, nous étions à plus de 93%. Jamais. Mais si. Jamais. Si. Moi, je peux vous donner, j'ai dit, nous étions à plus de 93%. Pas du tout. Et donc, aujourd'hui... Visiblement, vous n'allez pas vous entendre sur cette question. Je termine. Aujourd'hui, non seulement ce taux a été ramené à 91%, mais nous estimons qu'il est élevé. C'est pour ça que le gouvernement, quand vous demandez qu'est-ce qu'on fait, le gouvernement a pris des initiatives. D'abord, nous avons décidé de formaliser, de lancer une politique de formalisation des entreprises informelles. Nous avons créé... Mais ça veut dire quoi? C'est le gros chiffre. C'est pas des chiffres. Ça veut dire quoi? Juste un collègue Katina, il faut le laisser terminer, s'il vous plaît. Par exemple, une entreprise qui est dans l'informel. Oui. Et très souvent, des entreprises qui vont dans le secteur informel, c'est parce que ces entreprises fuient la taxation, les taxes, etc. Nous avons créé le statut de l'entrepreneur avec une taxation unique de 2,5%, justement pour encourager toutes ces entreprises à se formaliser. Non, alors... mais si, je vous le dis. Non, mais si. C'est une mauvaise approche. Je vais vous expliquer. Alors, monsieur... Parce que déjà, ça a été fait. Quand on parlait de taux d'imposition... Ça a été fait par qui? Rassurez-vous, s'il vous plaît. Ça a été fait par déjà, en 90, Henri Konan-Bédié, on a créé le système de taxation des petites et moyennes entreprises. Donc, vous n'avez rien créé à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, alors, monsieur, je vous parle des choses qui sont réelles. D'accord. Vous n'avez rien créé à ce niveau. Non, vous faites du coq à l'âne. Vous faites du coq à l'âne. Je suis en train de vous expliquer. Monsieur, vous n'allez pas parler ensemble tous les deux, s'il vous plaît. Juste un collègue Katina, s'il vous plaît. La taxe. Alors, Laurent Gbagbo a également indiqué qu'il a été acquitté à la CPI, donc on doit rechercher le coupable ailleurs. Que vous inspire cette déclaration de Laurent Gbagbo, docteur Bangali? Alors, il y a deux commentaires qu'on peut faire par rapport à sa déclaration. Le premier commentaire, c'est que finalement, le contentieux dans lequel il a été happé est un contentieux qui a aussi une dimension internationale parce qu'il a considéré qu'on l'a pris, qu'on l'a envoyé en prison à l'international et qu'il est revenu.
il était de son devoir de demander à ce qu'il y ait une suite. Et donc, je suppose que son appel s'adresse au procureur de la Cour pénale internationale, parce qu'on sait que celui qui détient les mandats d'arrêt sous scellé, ce n'est pas forcément le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc on considère que ce message-là s'adresse avant tout au bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Alors, le deuxième destinataire, bien sûr, de ce message, c'est aussi le gouvernement de Côte d'Ivoire, parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on considère que la page a été tournée, donc quand il revient, c'est pour porter un message de réconciliation. Et donc la réconciliation dans le sens que chacune des parties décide de faire table rase du contentieux électoral et de la violence qui a suivi aujourd'hui, qui, avec le retour son intégration au jeu politique, devrait aussi prendre en compte le principe pour tous les acteurs, détourner la page et passer à autre chose. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo donne l'impression, en tout cas, que sa compréhension de la réconciliation ne renvoie pas forcément à l'idée de faire table rase, mais à construire le pardon sur la manifestation de la vérité. Et je pense que cette acception, cette approche, cette définition de la réconciliation peut déranger un peu dans l'autre camp, parce qu'évidemment, si on doit rechercher l'autre moitié de la vérité qui peut être une vérité dérangeante, eh bien, ce que cela va bousculer, c'est forcément le camp adverse. Donc, il y a vraiment deux dimensions de son message. Un aspect adressé à l'international, c'est-à-dire au bureau de la Cour pénale internationale, et puis un aspect aussi adressé au gouvernement du Côte d'Ivoire. Professeur Dion ? Ah oui, mais je partage l'avis de Dr Bangali. De Dr Bangali. C'est juste une quête de justice et de vérité. Il estime qu'on l'a accusé d'un certain nombre de choses, et que pour cela, on l'a conduit loin de son pays, en prison pendant une dizaine d'années. Quand il revient et qu'il est acquitté, il se dit qu'il y a un coupable. Si ce n'est pas lui, qui est-ce? C'est juste comme ça qu'il pose le problème. Mais évidemment, ça donne toutes les implications que Bangali est en train de dégager ici, parce que il ne remet pas en cause, mais il remet sur la table tout ce que nous, après lui ici, avons considéré comme des choses qu'on a dépassées. Donc ça fait que c'est un peu embêtant, mais c'est ça aussi le problème avec la vérité et la justice, ça embête toujours. Docteur Arthur Banga. Avant de revenir sur la question, j'aimerais quand même revenir un peu sur le débat qu'on a eu tout à l'heure. Du point de vue des chiffres, brièvement, on a toujours oscillé au-dessus des 90% du secteur informel. Oh. D'ailleurs, les taux de chômage, je me rappelle, Mamadou, on t'a assez taquiné peut-être 2% de taux de chômage, mais ces 2% de taux de chômage, par exemple, en 91, avec les mêmes types de calculs, donnaient 9% de taux de chômage. Parce que, effectivement, pour ceux qui font les calculs, celui qui sort de chez lui, même l'apprenti Baka n'est pas considéré comme chômeur, peut-être en situation de sous-emploi. Et donc là-dedans, on regarde. Mais en Côte d'Ivoire, le taux de 91 est l'un des taux les plus bas de l'histoire de la Côte d'Ivoire en termes de secteur informel. Maintenant, venir dire que le secteur informel n'apporte rien à l'économie, c'est faux. Au contraire, c'est pas parce qu'il n'apporte peut-être pas quelque chose aux impôts en termes de recettes fiscales, mais la TVA, des choses comme ça, se perçoivent dans les activités qui sont faites. C'est pas parce que on peut mieux prendre du secteur informel, mais dire qu'il n'apporte rien de façon péremptoire, c'est pas juste. Pour revenir maintenant à la question de la quête de justice et de vérité de Laurent Gbagbo, c'est ce que nous appelons en histoire la construction des mémoires. Et dans un conflit, chaque partie de ce conflit a sa vision. C'est ce qu'on disait en début d'émission. Voilà. Et donc, Laurent Gbagbo est en train de construire ce qui sera la mémoire, ce qui est déjà... En fait, il a redit officiellement ce qui est déjà dit, ce qui s'est dit en dessous depuis. Il est en train de construire la mémoire, qui sera un peu la mémoire de ses partisans autour de ça. Néanmoins, ça pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on a épuisé la question de la justice et de la vérité autour de notre crise? Si ce n'est pas le cas, il faut trouver le cadre de rouvrir et de se poser ces questions-là une bonne fois pour toutes, même si je suis sûr qu'elle ne sera jamais posée une bonne fois pour toutes, parce qu'à chaque fois, chacune des mémoires, comme on dit, des partisans de ce conflit, va soulever en fonction de sa perception, en fonction de sa mémoire de ce conflit-là. D'accord. Jean-Yves Vessis. Merci infiniment. Il était temps. Je vous en prie. Nous commencions à nous tourner les pouces. J'ai assisté au pugilat qu'il y a eu entre... Le mot est fort. C'était exactement ça, puisque... Un débat d'idées, disons ça. Ne pas parlé. Alors, je constate que ça a juste été un problème de sémantique, une incompréhension sur les termes. J'ai parlé dans mon intervention d'impressionné, ça a été relevé par M. Banga, et M. Cantina a parlé de renaissance. Pourquoi j'ai parlé d'impressionné? Nous avons un parti qui était en déliquescence. On a parlé de retirer l'enveloppe à telle ou telle personne, on ne voyait pas le PPACI. Et en moins de 2 ans, ils ont pu nous
sortir d'abord un travail de terrain. Moi, je suis PDCI, mais je suis objectif, qui a abouti à ce qu'on a vu vendredi et samedi à la place Figayo, qui était bondé de monde. Donc, personnellement, en tant que militant du PDCI, j'ai été impressionné par la rapidité avec laquelle ils sont revenus sur la scène politique. Ça, c'était pour la sémantique, le problème impressionné. On a parlé de renaissance. Mais justement, pour cette incompréhension des mots, on est tombé sur le troisième sujet qui est la jeunesse. Parce que c'est un sujet vaste. On a énormément de choses à dire dessus. Mais on constate que le premier sujet, on a parlé essentiellement de la jeunesse parce qu'on n'a pas compris le mot renaissance. Mais le PPACI parle de la renaissance de son parti, déjà, au départ. Il l'a précisé. Exactement. Parce que c'était un parti qui était arrivé avec une arrivée, à mon sens, ratée du président. Ils ont pu se reconstruire sans bruit. Et on assiste à ce qu'on voit actuellement. Donc c'est une renaissance. Maintenant, à l'intérieur de ça, puisqu'on parlait de la forme, on est arrivé sur le fond. À l'intérieur de ça, des propositions ont été faites. Mais toutes les propositions qui sont faites sont forcément des propositions qui, peut-être, existent déjà dans d'autres partis. Il faudrait constater quand même que nous sommes en Côte d'Ivoire, on a 77% de jeunes en Côte d'Ivoire. Un parti politique qui ne se concentre pas sur la jeunesse, c'est qu'il n'a rien compris. On parlait tout à l'heure de mimétisme, mais moi je reviendrai au PDCI. Si on veut faire la chronologie, mais c'est le PDCI qui a parlé depuis 2020-2021, on a fait des assises de la jeunesse, on a fait des séminaires éclatés où on a consulté toutes les bases de la jeunesse de Côte d'Ivoire et à travers ça, nous avons réagi en restructurant le parti. Alors, est-ce qu'on doit se targuer d'avoir parlé des jeunes le plus tôt? Moi, je dirais non. Nous, on travaille. On travaille. Très bien. Donc, je souhaiterais quand même qu'à ce niveau-là, on puisse rester dans l'ordre du jour, on va dire, puisque c'est le cas. Pour revenir sur, et ça ce sera rapide, pour revenir sur ce que disait le président Gbagbo, effectivement, quand on a passé 10 ans en prison pour quelque chose qu'on a, entre guillemets, pas fait, puisqu'on est sorti libre. Mais à un moment, quand on constate qu'effectivement, il y a eu des morts, on se demande qui est responsable. Donc c'est une question, qui est coupable, oui, effectivement, qui est coupable. Donc, finalement, c'est une question légitime. La réconciliation ne pourra jamais se faire sans vérité. Ça fait mal, mais il faut qu'on se dise la vérité. Très bien. Monsieur le ministre Auré Mamadou, comment réagissez-vous sur cette question? Non, écoutez, moi, je n'ai pas de commentaire particulier, sauf à dire que la nécessité de justice en rapport à la réconciliation est une position que nous partageons. D'ailleurs, Katina est là. Lorsqu'on a eu le dialogue politique, qui a demandé qu'on maintienne la nécessité de justice, surtout pour les victimes, c'est nous. Le PPACI n'était pas pour, ils sont là. Ils avaient souhaité qu'on fasse abstraction donc, de toutes les procédures judiciaires, etc. On a dû leur rappeler que l'appareil judiciaire est totalement indépendant et que c'est vrai que le chef de l'État peut prendre des actes, notamment grâce à amnistie, etc., mais qu'il fallait laisser la justice faire son travail. Et donc je me réjouis aujourd'hui que Laurent Gbagbo nous rejoigne sur la nécessité donc d'une justice qui accompagne donc la réconciliation nationale. Et puis rappeler, sans ouvrir la boîte à Pandore, sans vouloir polémiquer, que Laurent Gbagbo a été libéré à la CPI sur la base de 5 incidents qui ont été très bien précisés. Le marché Charaponnet d'Abobo, Yopougon, la marche sur la RTI, les femmes qui ont été tuées à Bobo, c'est sur la base de ces 5 incidents que le procureur a estimé, enfin 3 des juges ont estimé, des 5 juges, que le procureur n'avait pas réussi à prouver la responsabilité de Laurent Gbagbo donc, par rapport donc, à ces faits-là. Mais prenez la déclaration du procureur après cette décision, qui était de dire que sur ces 5 incidents, décision de justice a été rendue, donc on ne peut plus revenir là-dessus. Mais il y a d'autres incidents. Il y a eu près de milliers d'incidents en Côte d'Ivoire pour lesquels la CPI ne s'est pas prononcée. Donc Laurent Gbagbo nous demande aujourd'hui, il demande à tout le monde, que pour l'ensemble des incidents, la justice fasse son travail. Donc on entend. Mais j'espère simplement qu'ils ne seront pas encore les premiers à crier au loup quand la justice en toute indépendance voudra faire son travail. Alors, réaction, Justin Poulet-Catina. Quand nous voulons restituer les propos d'une réunion, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous n'avons jamais dit ça. Et ça, excuse-moi, monsieur le ministre, il faut faire ces champs de propos-là, connaissant notre parti, nous n'avons jamais dit ça. Nous avons dit, et nous allons le reprendre rapidement, c'est que nous avons le dialogue politique. Nous avons soulevé un certain nombre de faits. Premièrement, conformément à la loi de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être jugé par un tribunal de droit commun. Violation de ses droits. Deuxièmement, alors qu'il est à la CPI, des juges ont trouvé l'occasion, sans même lui adresser une convocation, violation de son droit élémentaire, pour qu'il réponde devant le tribunal. En matière pénale, c'est l'accusé qui se présente devant les juges. On n'y a même pas envoyé de convocation. C'est faux. Non, s'il te plaît, monsieur. Non, j'arrive. S'il vous plaît. Nous avons levé un certain nombre de faits. Et nous sommes arrivés à la conclusion
Et même mieux, ils ont pris une ordonnance dans laquelle on dit tout le monde est amnistié, ce qui est unique dans le monde, sauf les faits, sauf ceux qui étaient en justice devant les tribunaux internationaux. Nous avons jugé, nous, en interne, que cela voudrait dire quoi? Que c'était une situation circonstancielle liée à un État. Il était en procès. À partir du moment où le procès est fini, donc logiquement, il devait rentrer automatiquement sous le couvert de l'amnistie. C'est ce que nous avons dit. Et au bout de tout ça, ce que nous avons arrêté comme élément, on a dit, compte tenu de toutes ces injustices-là, et que, conformément au droit positif ivoirien, la seule solution qui reste pour réparer une telle injustice, c'est la loi d'amnistie. Allez, je peux vous dire... Le raisonnement que nous avons mené pour que nous en arrivions à là, mais jamais nous n'avons dit que il faut laisser table rase sur chose. D'accord. Il semble ne pas être d'accord, on laisse réagir. Mais s'ils reviennent sur leur position, tant mieux. Parce que c'était choquant. Ils savent qu'on a eu des débats très animés. Ils n'ont pas posé que le cas de Laurent Gbagbo au dialogue politique. Ils ont posé aussi le cas des militaires qui sont en prison et d'un certain nombre de personnes. Oui. Ce qu'ils ont demandé, c'est l'arrêt de toutes les procédures. C'est ce qu'ils ont demandé. Ce n'était pas le cas de Laurent Gbagbo. Mais là, s'il revient ici, il ravale aujourd'hui ce qu'ils ont dit et qu'ils estiment aujourd'hui. Moi, je ne vais pas polémiquer. Mais si on est tous d'accord qu'une réconciliation ne peut pas aller sans justice et qu'il faut surtout regarder les victimes, d'où qu'elles viennent, etc., on est d'accord. Là, ce que je dis simplement, c'est qu'il ne faut pas avoir une approche à double vitesse.